Bonjour Henri Guénaud, député UMP des Yvelines, ancien conseiller spécial de Nicolas Sarkozy. Bienvenue sur RMC BFM TV. Bonjour. Les drapeaux français en berne pendant 3 jours pour se montrer solidaires avec les familles qui sont en deuil, les familles des victimes du vol d'Air Algérie. Le gouvernement gère-t-il bien ce moment douloureux ou est-ce que vous trouvez que François Hollande est trop présent ? Non, c'est le rôle du président de la République de partager ce genre de douleur, même si on peut s'interroger sur les premières heures après l'annonce de la catastrophe, où je pense qu'on a laissé les familles un peu dans l'angoisse et où elles ont dû suivre l'actualité sur les chaînes d'information continue sans... Le président a quand même très vite pris les choses en main. D'ailleurs, il a été rapidement en première ligne. Les plus douloureuses ce sont les premières heures. Le président a fait quelques déclarations et pendant quelques heures, personne ne s'est vraiment occupé des familles. Alors, on n'était pas sûr des informations, bien sûr, mais quand même, je crois que c'est difficile pour des familles dans cette situation de n'avoir que la télévision pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà. Mais à part ça, oui, parce que Nicolas Sarkozy n'en avait pas fait autant lors du crash du vol Rio-Paris en 2009. Donc on peut peut-être penser que François Hollande a trop scénarisé, trop pris les choses en main. Je ne parle pas simplement de François Hollande, je parle de l'appareil d'État. Je pense que à chaque crise, il faut tirer les leçons pour les crises suivantes, et en particulier dans le rapport que l'administration, l'État peut avoir avec les personnes et leur souffrance. Maintenant, pour le reste, moi, je n'ai pas de critique particulière à faire. Le président de la République fait ce qu'il doit faire. Il est assez normal, naturel que la nation s'associe à ce deuil qui touche beaucoup de familles. Et c'est toujours délicat de toute façon, comme politique, à assumer, à gérer. Restons. Il n'y a jamais de bonne solution devant la souffrance. Restons sur la politique du gouvernement, les professions réglementées, avec une info que nous donne le journal Les Échos ce matin. Bercy préconise dans un rapport la fin du monopole des pharmaciens sur certains médicaments, comme le Doliprane ou le Spasfon. Alors, dans le viseur d'Arnaud Montebourg, maintenant, les pharmaciens, en plus des notaires et des avocats. Est-ce que ça vous paraît aller dans le bon sens, tout ça? Surtout qu'on parle de rendre du pouvoir d'achat aux ménages. Oui, je trouve que c'est une vieille lune. Déjà dans le rapport UFR en 62, on s'était attaqué aux professions réglementées. Je comprends bien la logique de la concurrence qui permet d'espérer de faire baisser les prix, mais je crois que nous avons besoin de professions réglementées dans ce monde sauvage, dans la jungle de la mondialisation, des marchés, d'un libéralisme parfois outrancier. Nous avons besoin de ces professions réglementées qui offrent un certain nombre de garanties, d'assurance, à la fois de compétences, de rigueur, de contrôle. Donc il me paraît important que certaines actes soient accomplis par des notaires, comme il me paraît important que les médicaments soient vendus par des pharmaciens qui sont formés pour cela. Maintenant, si on veut, revenons-en aux pharmaciens, si on veut qu'il y ait des pharmacies et des pharmaciens, encore faut-il qu'ils puissent vivre de façon économiquement raisonnable. Et donc la question... Non mais là, à la limite, on leur reproche de vivre trop bien, justement. Oui, enfin, je suis pas sûr que tous les pharmaciens vivent trop bien. Et il y a quand même un problème aujourd'hui posé d'équilibre économique de la pharmacie. Et donc, faisons bien attention qu'en leur enlevant un certain nombre de produits qu'on dit pouvoir vendre dans les grandes surfaces, on ne mette pas en péril l'équilibre économique des pharmacies. Donc le gouvernement fait fausse route sur les professions réglementées ? Je pense qu'il faut aborder ce sujet avec beaucoup de prudence. Voilà, c'est croire qu'on va régler tous les problèmes comme ça et qu'on va rendre du pouvoir d'achat aux Français de cette façon serait illusoire si on ne regardait pas aussi les conséquences sur les diverses professions et sur le fonctionnement de la société d'une attaque trop brutale contre ces professions. D'autant qu'elle compte se mobiliser contre le gouvernement. Les chrétiens d'Irak qui sont sommés de se convertir à l'islam ou de payer un impôt ou de fuir, ils étaient 1 million en Irak il y a 20 ans, ils sont 400 000 aujourd'hui. Hier soir, il y avait des parlementaires UMP devant Notre-Dame de Paris pour dénoncer le silence du gouvernement. Vous auriez pu y être Oui, j'aurais pu y être, sauf que je n'étais pas... Et pourquoi vous n'y étiez pas? Parce que je n'étais pas à Paris hier, parce que cette manifestation s'est montée de façon assez improvisée, en tout cas j'en ai l'impression. Mais c'est un combat qui pour vous est important. C'est un combat que je trouve très important. C'est un combat qui dépasse d'ailleurs la question des chrétiens d'Irak. C'est le combat
pour les chrétiens d'Orient qui sont aujourd'hui menacés de disparaître du Moyen-Orient. Que peut faire le politique? Laurent Fabius a dit la semaine dernière lors des questions d'actualité qu'il fallait se mobiliser. Or, on ne voit rien venir. Donc, que peut faire le politique? C'est le problème, c'est qu'on ne voit rien venir. Et je crois que la France a un rôle particulier à jouer dans ce domaine qui tient à la fois à sa vocation et à son histoire. L'histoire de la France dans cette région du monde et son histoire avec les chrétiens de cette région du monde est une vieille histoire qui donne à la France des responsabilités et des devoirs particuliers à mes yeux. Oui, mais qu'est-ce qu'elle peut faire, la France, là? Parce que... par exemple, le Conseil de sécurité intervient sur le conflit de Gaza. Il peut aussi intervenir sur le respect des croyances de chacun, et en particulier la protection des populations. Taper du poing sur la table, et s'il y a des motifs d'intervention et de pression forte à exercer, en voilà un. Voilà, en voilà un. Je trouve que ce qui se passe, c'est absolument tragique. On est en train de détruire tout cet héritage plusieurs fois millénaire des chrétiens d'Orient, et on tue des gens, on torture des gens, on massacre des gens, on rackette des gens, et on pousse les gens à s'en aller. Que sera le Moyen-Orient quand il aura perdu cette dimension essentielle de lui-même et de son identité, qui en faisait au fond un lieu de fraternité et de grande diversité? Mais l'action du gouvernement, c'est une chose, mais vous, votre action de parlementaire, quelle pourrait-elle être? Le parlementaire, il ne peut qu'aiguillonner, il n'a pas le pouvoir exécutif. Oui, mais par exemple, sur la manif pour tous, vous êtes sacrément mobilisé. Oui, donc... mais il y avait un texte de loi. Oui. Pour lutter contre un texte de loi, c'est pas tout à fait la même chose. Les moyens sont pas les mêmes. Les armes dont dispose le gouvernement non plus. C'est vraiment une politique de l'exécutif. Tout ce qu'on peut, c'est éveiller les consciences, mais aussi d'ailleurs les consciences des chrétiens d'Orient, qui, s'ils veulent survivre, et je lance cet appel aussi en direction d'eux aujourd'hui. S'ils veulent survivre, il faut qu'ils s'unissent. Il faut qu'ils sachent parler d'une même voix, même s'ils sont divisés par des questions théologiques. Des questions nationales. Il faut qu'ils arrivent à s'unir et à parler d'une même voix pour peser dans le monde, pour faire le tour des chancelleries, pour faire pression sur l'ONU, de façon à ce que le monde prenne conscience de cet enjeu. Donc le pape François, qui peut monter au front justement un peu plus. Oui, le pape François, mais les autres aussi, parce qu'il y a des orthodoxes, des arméniens, il y a toutes sortes de chapelles dans les chrétiens d'Orient, avec des religions différentes, des rites différents. Au lieu d'être en rivalité permanente, le moment est venu pour eux de s'unir pour vivre, pour survivre. Est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire entre une France qui manifeste pour les Palestiniens de Gaza et une France justement qui ne bouge pas pour les chrétiens d'Orient? Est-ce que ça vous choque? Ça me choque pas, ça me bouleverse. Je crois tout à fait normal que beaucoup de gens manifestent sur le problème de Gaza, qui est un problème terrible, qui est une tragédie, qui non seulement empoisonne la vie du Moyen-Orient, menace la paix, mais menace la paix dans le monde entier, et menace de dresser les civilisations, les religions partout, les unes contre les autres. Mais c'est un problème, encore une fois, un problème tragique où il ne faut pas chercher à imputer la responsabilité entière de cette question à l'une des parties ou à l'autre. Tout le monde a sa part de responsabilité. Il faut le prendre ainsi. Chercher à désigner un coupable ne servira à rien. Des manifs en France qui durent depuis plus de 15 jours. Est-ce que pour vous, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien sur notre territoire? C'est pas les manifestations en elles-mêmes, c'est parfois le ton de certaines manifestations et les conséquences. On voit bien que ce conflit aujourd'hui contamine la société française. Il faut y faire très attention. Il faut éviter que les haines, les rancœurs, les vengeances, les affrontements qui ont lieu au Moyen-Orient ne se développent à leur tour au sein de notre propre territoire, en fonction de l'origine des uns et des autres. Les racines du mal, de ce feu qui couve, elles sont en France depuis longtemps.
Est-ce qu'il y a un nouveau visage de l'antisémitisme pour vous? Oui, il y a une montée de l'antisémitisme en France. Il faut hélas le constater et s'en inquiéter beaucoup. Il y a une libération là pour le coup de la parole antisémite et de la pensée antisémite. Je crois qu'après l'expérience de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un long temps de tabous sur ces questions-là. Ces tabous aujourd'hui sont brisés. Or, il n'est pas toujours bon de briser les tabous. Là, on se retrouve dans une situation qui est, il faut le reconnaître, assez inquiétante. Stéphane Le Foll, le porte-parole du gouvernement, juge déplorable la présence du NPA dans les manifs pro-Gaza. Vous trouvez que c'est la place justement d'un parti politique comme le NPA? Le problème, c'est que la manif était interdite. Bon. Sinon, j'ai vu des députés socialistes, et après tout, ils avaient bien le droit à manifester pour Israël. On en verra d'autres, pour Vous êtes pour l'interdiction de certaines manifestations? Ça ne peut se faire qu'au cas par cas, mais oui, il est nécessaire, de temps en temps, rarement, dans des cas exceptionnels, d'interdire certaines manifestations qui, par leur nature même, par la nature de ceux qui les organisent, sont contraires à la loi. Voilà, la manifestation, elle doit offrir un certain nombre de garanties, notamment du point de vue de ses organisateurs et de son organisation. Donc ça, c'est le jugement du ministre de l'Intérieur. Il ne faut pas en faire une arme contre la liberté d'expression et contre la démocratie. Il faut l'utiliser avec retenue, ce pouvoir d'interdiction, mais c'est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur et de ses services de juger si à certains moments, dans certains cas, il y a des risques tels que le gouvernement ne veut pas les prendre, des risques avec l'ordre public, des risques avec la cohésion nationale, des risques de violence et de dérapage. Voilà, donc moi je n'ai pas de critique à faire particulière sur ces interdictions. Je pense que le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Le gouvernement justement et sa politique quant au conflit israélo-palestinien, est-ce qu'elle vous paraît cohérente? Est-ce que vous avez jugé que François Hollande était maladroit au départ en pesant visiblement un peu plus du côté israélien que palestinien? Je crois qu'il a été, oui, il a été maladroit, mais surtout dans ce domaine comme dans tous les autres, on a du mal à percevoir une ligne claire. Bon, pourtant, la France a une politique, elle est à peu près la même depuis des décennies, quelles que soient les majorités. Deux États avec Jérusalem qui soit capitale des deux États, deux États-nations. Qu'est-ce qu'on fait là, puisque le Conseil de sécurité de l'ONU appelle ce matin à un cessez-le-feu immédiat et on voit bien qu'il n'y a pas de cessez-le-feu. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut que la communauté internationale se mobilise, envoie des casques bleus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne crois pas que les casques bleus résoudront le problème si les deux parties continuent à vouloir se battre les unes contre les autres. Et encore une fois, il y a des crimes de guerre, il y a des horreurs. Gaza est une situation intenable et insupportable. Mais on voit bien que la branche extrême du Hamas a voulu radicaliser à nouveau la situation parce qu'une partie du Hamas travaillait désormais avec les autorités de Ramallah. Donc tout le monde pousse dans ce genre de situation à la radicalisation. C'est très difficile. Il faut chercher les moyens de mettre un terme au moins au combat, mais on ne mettra pas de cette façon un terme à cette crise et à cet affrontement. Et il faut faire pression aussi sur tous ceux qui ont une part de responsabilité, puisque le Hamas est soutenu. D'un côté, il y a la Turquie, il y a le Qatar, il y a le rôle de l'Égypte qui a jusqu'à présent été plutôt un rôle modérateur. Il y a les Américains. Voilà, ça n'a pas se régler en un jour, mais il faut tout faire pour arrêter les meurtres, les combats, les enfants qui meurent et les mères qui meurent. Bien sûr. Votre sentiment sur Nicolas Sarkozy qui a interrompu ses vacances pour aller donner une conférence payée 100 000 € à Brazzaville au Congo, est-ce que c'est judicieux quand on orchestre son retour? Pour l'instant, il n'est pas de retour et il continue ses activités. Ses activités, elles sont légales, elles n'ont rien de scandaleux. Il n'y a pas de retour annoncé, mais il y a un retour quand même prévisible. Dans le Figaro révèle ce matin que l'ancien président non seulement aurait envie de revenir, mais aurait envie de garder ses bureaux parisiens et de donner des conférences toujours tout en prenant la tête de l'UMP à l'automne prochain. Est-ce que ça aussi, ça vous paraît judicieux, à droit? Je ne sais pas si c'est à droit. D'abord, moi, je considère que avoir des activités légales
consiste à donner des conférences, n'a rien de scandaleux en soi. Et même si elles sont très bien rémunérées, je pense qu'il faut que... Non, mais est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres quand maintenant, ça, c'est pas un mélange en filigrane, on envoie aux Français le message « je reviens ». Ça, c'est pas un mélange des genres. Ça, c'est la vie, c'est sa vie privée. Il l'organise comme il entend, dès lors que tout est déclaré, que la loi n'est pas violée. Il faut que nous arrêtions avec les procès d'intention, la suspicion, la jalousie. Je crois que ça ne mène nulle part. Alors, maintenant, s'il revient... aura-t-il le temps d'aller faire des conférences? Il pourra peut-être en faire une de par an, mais je ne peux pas en faire beaucoup. Et une chose est certaine, il ne pourra pas en même temps jouer le rôle de l'ancien président avec tout ce que ça représente de rôle symbolique et le rôle de chef de parti. De toute façon, vous ne lui conseillez pas fondamentalement de prendre la tête de l'UMP. Moi, j'ai dit que je n'étais pas favorable à cette idée, justement parce qu'il est un ancien président de la République, et quand un ancien président de la République revient, il vaut mieux qu'il revienne en s'adressant directement au peuple. Maintenant, c'est lui qui décidera, et moi, je le soutiendrai évidemment s'il décide de reprendre l'UMP, mais ça sera une tâche extrêmement difficile, où il prendra pour lui-même et pour l'opposition un grand risque, tellement la situation est compliquée, tellement la situation de chef de parti aujourd'hui est peu compatible avec, je trouve, avec la situation de candidat à l'élection présidentielle. C'est pas gagné. C'était gagné. Regardez ce qui s'est passé en 3 ans, depuis 2011 jusqu'à maintenant. Imaginez donc qu'il peut se passer autant de choses entre maintenant et les élections présidentielles. Donc ça n'est jamais gagné. Merci. Merci beaucoup, Nous allons la suivre de toute façon. Merci.